Bonjour, c'est Maca des Barons de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Christian Doumergue. Bonjour Mike. Oh, Ben voilà. On se voit souvent. En effet, ces derniers temps, on se croise pas mal. Donc nous sommes au Jardin de Marie, à Rennes-le-Château. Et on va parler aujourd'hui de Pierre Plantard et de voilà, tout le travail que tu as fait à propos de Pierre Plantard et de ta genèse. Comment tu t'es intéressé à Pierre Plantard et à Rennes-le-Château? Alors, je me suis d'abord intéressé à Rennes-le-Château, voilà, dans l'ordre. J'étais tout gamin, les histoires de trésors me fascinaient. Hein. Voilà, c'était mes lectures favorites en bande dessinée, les aventures de Picsou, et puis dans les romans, L'île au trésor, tout ça, ça a façonné mon imaginaire de gosse. Et j'étais au lycée quand il y a eu le premier reportage que j'ai vu sur l'affaire de Rennes-le-Château. C'était dans l'émission Mystère sur TF1. 92. En 92, ouais, absolument. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce que c'était tous ces romans d'aventure, de chasse au trésor que je lisais, c'était ça dans la réalité, quoi. C'était un Indiana Jones dans la vie réelle, avec des tableaux codés, tout un tas de choses très mystérieuses, des parchemins, etc. J'en avais vaguement entendu parler avant, j'avais lu quelques petits articles dans les suppléments trésors cachés du journal de Mickey quand j'étais gamin, mais je croyais que Rennes était en Bretagne, je sais pas pourquoi, sans doute le nom. Pour moi, Rennes-le-Château, c'était associé à Rennes en Bretagne, et donc c'était, voilà, j'avais une image de la tour Magdala, mais j'imaginais qu'elle surmontait voilà, des côtes rocheuses bretonnes, mais qu'elle n'était pas du tout dans le sud de la France. Et grâce à ce reportage, en fait, j'ai appris que c'était pas très loin finalement, parce que j'étais du côté de Montpellier à ce moment-là. C'est là que je suis né, que j'ai grandi, et j'ai voulu en savoir plus. Et puis j'ai commencé à lire des livres sur le sujet, et je suis venu sur place, et puis j'en suis plus jamais reparti en fait, hein, dans la tête, hein, parce que c'était Henri Bution qui était propriétaire du domaine à ce moment-là. J'ai eu une visite guidée avec lui tout à fait extraordinaire. Ça a ouvert encore d'autres portes. J'étais venu pour une histoire du trésor. Je suis reparti avec une vision un peu plus mystique de l'affaire. Et à partir de là, je me suis mis à lire et puis à prendre des notes et progressivement à écrire en fait sur le sujet. Et assez vite, finalement, je suis tombé sur Pierre Plantard. Parce qu'il y avait quelques textes, ce qu'on appelle les apocryphes de l'affaire de Rennes, donc ces textes déposés sous des faux noms à la Bibliothèque nationale de France, qui m'ont interpellé, notamment Serpent Rouge, hein, qui m'a semblé vraiment détenir des clés. Et en fait, dès ce moment-là, si tu veux, je concevais ces textes comme des textes très importants dans cette histoire. Mais voilà, il a fallu du temps, il a encore fallu des années de recherche pour que je mesure encore un peu plus l'importance de Plantard, que je vois en lui vraiment le maître d'œuvre du mythe. Hein. Alors quand je dis mythe, je dis pas que c'est vivant, au contraire, hein, c'est un mythe symbolique, voilà, une histoire symbolique qui raconte quelque chose qu'il faut déchiffrer. J'ai fait chronologiquement des recherches assez pointues sur Saunière, hein, toutes les archives consultables et identifiées, je les ai consultées. Et puis après ça, je me suis attelé à Plantard. Après ça, j'ai voulu vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette histoire, pourquoi elle a été modifiée. Parce qu'elle a été modifiée, hein, Plantard raconte pas l'histoire telle qu'elle s'est passée, il la romance. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et je me suis immédiatement en fait éloigné de l'idée que Plantard était un imposteur, un mythomane, etc. Parce que j'ai fait un double cursus en fait, et ça c'est assez important pour voir à peu près comment je pense, en archéologie, histoire des arts, et puis en littérature. Et donc j'ai ce double regard en fait, une investigation d'ordre historique, mais aussi un regard littéraire. Et ce regard littéraire m'a permis d'appréhender autrement l'œuvre de Pierre Plantard comme une œuvre littéraire, une œuvre codée, vraiment avec plusieurs degrés de lecture, hein, plusieurs niveaux de lecture. Et voilà un petit peu comment ça a commencé. Je commençais à formuler des hypothèses, hein, parce qu'il me semblait que ces textes, c'était pas du vent, que Plantard donnait des clés de lecture, notamment dans l'Or de Rennes de Gérard Vessel. Et j'ai commencé à expérimenter, à appliquer ces clés de lecture. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on obtient quelque chose? Et effectivement, si on applique ces clés de lecture, qu'on déchiffre ce livre comme on déchiffrerait un rêve symbolique, eh bien on arrive sur des lieux, sur des concepts, sur des pans oubliés de l'histoire. Alors beaucoup pensent que l'histoire de Rennes-le-Château, enfin de Pierre Plantard, commence à Rennes-le-Château, mais en fait elle commence au tertre en Brocéliande. Et après, elle va à Gisors, et après, elle va à Rennes-le-Château. Mais finalement, Brocéliande, c'est peut-être le point de départ, avec Geneviève Zepfel, Oui.
Oui, c'est une période de la vie de Plantard qui est pas très documentée, mais sur laquelle on a malgré tout quelques éléments, hein, puisqu'on a notamment la revue Vaincre que Plantard édite. Voilà, il s'appelle Pierre de France. Voilà, il s'appelle Pierre de France. Ouais. On est dans les années 40, il a une vingtaine d'années. On voit les liens avec Geneviève Zaefel et René Zaefel aussi, hein, puisque ce sont des mécènes en fait de Plantard, ce qui est assez mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il finance ce jeune homme? Et puis on voit des accointances idéologiques, spirituelles. Et effectivement, même si on n'a pas décrit sur comment dire, l'approche que Plantard a pu avoir de la forêt du Graal, de la forêt de Brocéliande, à travers les séjours au manoir du Tertre qu'il a fait, ça occupe une place essentielle dans sa vie. Il me semble effectivement, il y a là quelque chose qui se produit. Et ce qui est important à souligner, c'est que dès ses écrits, donc qu'il commet quand il a une vingtaine d'années, on va retrouver ce qu'on va après retrouver à Rennes-le-Château. Et notamment à cette époque-là, il s'intéresse beaucoup à l'Atlantide déjà, enfin tous ces thèmes-là qu'il va placés autour de l'affaire de Rennes de façon symbolique, quasi invisible, en fait, si on n'a pas les clés de lecture, sont déjà là. Et dès cette époque-là, il cherche une crypte atlantéenne, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. Et il opère déjà des mystifications, notamment autour du Mont-Saint-Michel. Il parle d'une crypte cachée sous le Mont-Saint-Michel, où serait unie une chevalerie, où il y a eu un dépôt atlantéen. Voilà, il y a déjà tout ça qui est là chez lui, qu'on va retrouver après dans ses articles dans la revue Initiation Sciences et Magie aussi, où il parle de l'Agartha, de ses entrées vers le centre du monde, de communication avec des supérieurs inconnus. Donc en fait, même Gisors, finalement, c'est pas son premier coup. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà, avant ça, des Vaincres. C'est Atlantis, Paul Lecourt, en fait, aussi. Alors, les liens... Est-ce que Paul Lecourt l'aurait initié? Alors là, tu soulèves une question qui me semble essentielle. Dès ses premiers écrits, Plantard se revendique de Paul Lecourt. Paul Lecourt est cité des Vaincres et il est vraiment au rang des maîtres de Plantard, il occupe une place essentielle. Quand on regarde tout ce que Plantard a commis, on peut le comparer aux écrits de Paul Lecourt, notamment en ce qui concerne la création d'une nouvelle chevalerie qui est là pour accompagner l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est théorisé par Paul Lecourt et Plantard le reprend. Et quand il crée les statuts du prieuré de Sillon, c'est ça en fait, c'est clairement ça. C'est la chevalerie rêvée par Paul Lecourt. Paul Lecourt qui avait dit, je l'ai conçue, mais c'est à quelqu'un d'autre de la réaliser, cette chevalerie. Et ce qui est troublant, c'est qu'on va retrouver pas mal de parallèles entre les théories et les volontés de Paul Lecourt et l'action de Plantard. J'évoquais le Mont-Saint-Michel, par exemple. Paul Lecourt disait le Mont-Saint-Michel, il faudrait le réhabiliter pour en faire un lieu de formation de cette nouvelle chevalerie. Et curieusement, Plantard dit, là se réunit une chevalerie occulte, il y a un dépôt secret, etc. Donc on voit qu'il y a aussi, au niveau des lieux, des similitudes entre les deux. Alors, est-ce qu'ils se sont connus? Il n'y a pas de documents qui établissent qu'ils aient eu des liens. Moi, ce qui me semble probant, c'est qu'ils ont été sous l'influence de la même entité invisible. Quand je parle d'entité invisible, je ne parle pas de surnaturel, mais d'une structure. Du Val d'Or. Alors, le Héron du Val d'Or est sans doute ce qui était derrière le Héron du Val d'Or, qui est la partie visible de l'iceberg. Parce que quand on regarde, et ça c'est frappant, et j'en parle dans mon livre Le Secret dévoilé, quand on regarde ce qui se passe du côté d'Atlantis, donc de Paul Lecourt, et du côté de Pierre Plantard avec le prieuré de Sillon, on a une chronologie qui se suit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces deux organismes, ces deux entités, obéissent finalement aux mêmes injonctions de maître restés cachés. Voilà. Donc je pense que le lien entre Plantard et Lecourt est là. Plantard a une grande admiration pour Paul Lecourt. Aucune preuve qu'ils se connaissent, mais par contre, je pense que ils sont, alors j'allais dire aux ordres, mais c'est pas vraiment aux ordres, ils sont sous l'influence de la même société restée invisible. Il y a Atlantis où il y a le logo de Poséidon, justement. Aussi. Oui, le trident, qui pour Paul Lecourt est l'équivalent de la fleur de lys, et qui est un symbole de la tradition atlantéenne. Qu'on retrouve donc fleur de lys avec le prieuré de Sillon, bien Absolument. sûr. Voilà. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cryptage symbolique, parce qu'on dit souvent, oui, Plantard est un imposteur, mythomane, ce mythe du prieuré de Sillon, etc. Mais c'est un mythe qu'il faut déchiffrer comme un rêve. Et tous les détails de ce mythe, il faut les déchiffrer de cette façon-là. Et quand on regarde le fameux symbole du prieuré de Sillon qui apparaît sur certains documents qu'on va dire apocryphes, eh bien ce symbole, voilà, c'est la fleur de lys.
mais stylisée d'une certaine façon, puisqu'elle va être combinée à la Croix du Sud, qui est un symbole de Geneviève Zayfel. Plantard le reprend à Geneviève Zayfel, et pour Geneviève Zayfel et son groupe, ce symbole, il a un sens très particulier. C'est un symbole lémurien et atlantéen. Donc on voit que Plantard combine la fleur de lys à ce symbole atlantéen. On a aussi la petite vague de l'ère du Verseau qui apparaît, et puis cette fleur de lys, effectivement, si on se penche du côté des écrits de Paul Lecourt, c'est un équivalent du trident de Poséidon, donc c'est un symbole atlantéen aussi, en fait. Donc on se rend compte que ce fameux secret du prière étillant, finalement, toute cette mythologie du mariage, Jésus, Marie-Madeleine, descendance, pour moi, est une fable qu'il faut déchiffrer, il faut aller voir plus loin, et quand on voit plus loin, quand on voit derrière les symboles, on revient toujours au même thème, c'est-à-dire l'Atlantide, la survivance de la tradition atlantéenne, qui est l'obsession fondamentale de Plantard. Là vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le fil rouge, c'est là, dès ses 20 ans, dès ses premiers écrits connus, peut-être qu'il y en a eu avant, mais on ne les a pas, et ça le suit partout après, et jusqu'à Rennes-le-Château, qui a un mythe atlantéen, clairement, quand on le déchiffre correctement. Alors, il crée aussi Revenation française et Alpha Galate. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Alpha Galate aussi à l'époque? Alors, si ça parlait des années 40. Voilà, Alpha Galate, c'est un ordre qui est un peu plus compliqué à explorer parce qu'on a très peu d'éléments, d'éléments factuels là-dessus, mais c'est cette espèce de chevalerie christiano-celtique en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se rapproche de l'abbé Gilard, peut-être. Ça se rapproche, voilà, de toute les 4 lions, le Cernunos, cette tradition. Oui, de Gilard. Ça sera, voilà, alors qui est le recteur de Tréhor-Intègre, donc qui est juste à côté du manoir du Tertre de Geneviève Zayfel. Donc pour moi c'est impossible que Plantard et l'abbé Gilard ne se soient pas rencontrés à un moment donné. Ils sont vraiment au final dans la même idéologie, puisque l'abbé Gilard de Sommières. Alors l'abbé Gilard un petit peu après, mais voilà, il y a d'après un témoignage qui avait été recueilli par Jean Marcal, Gilard avait été mobilisé pendant la guerre du côté de Rodez dans l'Aveyron, donc, et avant de remonter en Bretagne, ses terres natales, il avait voulu faire un détour par le pays cathare pour voir les châteaux cathares, parce que l'abbé Gilard était vraiment habité par le catharisme, le gnosticisme et ce christianisme-là. Et donc, il avait raconté à Jean Marcal, qui était devenu une sorte de confident pour lui à un moment donné, il y avait vraiment un lien de proximité entre eux. Gilard avait raconté, donc il avait, à l'occasion de ce périple en pays cathare, visité un village assez étonnant, et Marcal sur le moment n'a pas tilté, il ne s'est pas dit que ça pouvait être Rennes-le-Château, il a réalisé trop tard. Quand je dis trop tard, c'est-à-dire après la mort de l'abbé Gilard, donc il n'a jamais pu revenir là-dessus et l'interroger vraiment pour avoir la confirmation que c'était bien Rennes-le-Château. Mais lui, Jean Marcal était convaincu que c'était bien de ce village dont il était question. Et là c'est intéressant parce que voilà, Gilard aurait pu s'inspirer effectivement peut-être de l'œuvre de l'abbé Saunière pour concevoir un petit peu son église, parce que leur histoire est très proche, deux curés qui trouvent une église en ruine, qui trouvent des fonds pour les restaurer, et puis qui vont poser problème à leur hiérarchie. En miroir, en dualisme. En miroir. Oui, absolument. Et donc pour Alpha Galate, oui, on a peu d'informations. Ensuite, il y a toute la période où Gisors. Oui. Donc là où il y a toute l'idée des 30 coffres de Gisors. Voilà, alors avec cette histoire donc de Roger Laumois, jardinier, gardien du château de Gisors, du donjon, qui fait des fouilles, qui creuse un souterrain improbable pour arriver dans cette chapelle souterraine Sainte-Catherine et qui aurait vu des coffres. Et donc toute l'affaire qui éclate autour de ça. Plantard, lui, il intervient. Alors c'est très intéressant de voir la façon dont il intervient, parce que il va jouer le même jeu d'influence en fait qu'il va faire plus tard à Rennes-le-Château, c'est-à-dire il va commanditer un livre à Gérard de Sède, donc les Templiers sont parmi nous. Avant ça, il va commettre un texte, Gisors et son secret, et il va broder autour de cette histoire de rumeur d'un trésor templier à Gisors. Il va broder toute une fable en fait mythologique. On va retrouver un certain nombre d'archétypes comme la Reine Blanche par exemple, qui va plaquer par la suite au mystère de Rennes-le-Château, mais qui est là déjà à Gisors. Moi, ce qui m'a passionné dans cette histoire-là,
c'est que j'ai fait la comparaison entre Gisors et son secret donc, et d'autres textes. Et en fait, d'autres textes liés à l'affaire de Rennes le Château, et on se rend compte que c'est exactement la même trame. Sauf que c'est plus explicite, comme si c'était un peu une œuvre de jeunesse, où on se livre plus, où on se cache moins. Et notamment le parcours maçonnique d'initiation au 3e grade, donc le grade de maître. Serpent Rouge, le texte qui se réfère à l'affaire de Rennes, est structuré sur cette initiation au 3e grade, mais Gisors et son secret aussi. Sauf que c'est beaucoup plus explicite au niveau des formules qui sont très visibles en fait dans ce texte-là et beaucoup moins visibles dans Serpent Rouge. Moi, ça m'a intéressé de ce point de vue-là aussi. Et puis, il y a un autre élément, c'est que dans Gisors et son secret, il en dit beaucoup plus que dans Les Templiers sont parmi nous. Et notamment, le prieuré de Sillon apparaît clairement, alors que dans Les Templiers sont parmi nous, il va pas être, le nom ne va pas être donné. Puisque l'entretien avec un hermétiste à la fin de l'ouvrage, cet hermétiste est Pierre Plantard, reprend une grande partie du contenu de Gisors et son secret, mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas être dites publiquement à ce moment-là, ce qui peut poser question. Pourquoi certaines parties finalement sont retirées? Est-ce qu'il y a un calendrier révélationnel à respecter? Est-ce que c'était pas encore le moment de parler clairement et ouvertement de ce prieuré de Sillon? Voilà, ça interroge. Et là, il y a un 3e élément, donc là je dis c'est intéressant parce que ça éclaire le mythe de Rennes d'une autre façon, et on peut voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Deuxièmement, on comprend qu'il y a un calendrier, et troisièmement, avec Gisors, il y a quasiment toute l'affaire de Rennes racontée d'une autre façon, hein, mais du point de vue des archétypes et des symboles, sauf certains éléments, comme Marie-Madeleine par exemple, qui ne va apparaître que dans l'affaire de Rennes, comme si c'était une spécificité. On va pas la trouver dans des écrits antérieurs de Plantard. Tout à l'heure j'évoquais l'Atlantide, ça c'est un fil conducteur chez Plantard, mais Marie-Madeleine ça n'apparaît vraiment que quand il forge ce mythe de Rennes le Château, donc ça c'est très curieux. Ça voudrait dire que peut-être qu'il y a une particularité liée à Marie-Madeleine ici, et donc ça cautionnerait certaines pistes que certains chercheurs explorent. Alors, il y a aussi, par rapport au 30 comme Gisors, il y a lié au 30 cercueil qui est lié à Maurice Leblanc. Ça, c'est aussi intéressant. Le parallèle. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? oui, non mais absolument, sachant que bon, Plantard est évidemment un de ceux qui a amené Arsène Lupin dans cette affaire, puisque il l'évoque en fait très tôt, Arsène Lupin. Et puis quand on prend l'œuvre de son comparse Philippe de Chérisey, donc Circuit, alors qui est un texte absolument extraordinaire, hein, qui a au moins 6 degrés de lecture, enfin, franchement, il faut lire Circuit de Philippe de Chérisey, alors qui n'est pas commercialisé, donc on trouve il est conservé à la bibliothèque de Versailles, donc on peut en trouver des copies, mais c'est un texte qui est fascinant et qui est rempli de références, et d'ailleurs aussi de références à la forêt de Pimpon. À un moment donné, lors d'une scène, il y a un camion de pompiers qui passe, et Pimpon est orthographié comme le nom de la forêt de Pimpon. Voilà, et puis donc il y a des références à Arsène Lupin et puis à Jules Verne, beaucoup aux Indes noires notamment. Alors Gérard de Sède et Chérisey sont les enfants du surréalisme, donc c'est ça qui est intéressant aussi, d'où tout ce codage. On va dire que ceci n'est pas un code, on a la grille. Oui, moi l'impression. C'est intéressant aussi. Oui, c'est-à-dire que Plantard ne s'est pas entouré de n'importe qui en fait. Quand il a conçu ce mythe symbolique, ce rêve raconté, il s'est entouré effectivement principalement d'artistes, d'auteurs, d'hommes de lettres, qui pour beaucoup viennent du milieu surréaliste. Puis bon, effectivement, Philippe de Chérisey qui est pataphysicien, et qui en matière d'écriture est un apport considérable à l'œuvre de Plantard, Chérisey, et de Sède, voilà, qui a participé notamment à la revue La Mer à Plume, mais pas que, avait lui aussi un langage particulier, et je pense qu'il fallait ce type d'auteur-là pour écrire de cette façon-là. Donc je ne conçois pas l'ensemble comme une œuvre totalement surréaliste, c'est-à-dire je conçois cet ensemble comme une œuvre qui utilise le langage et les techniques du surréalisme, mais c'est un mythe ésotérique, clairement. On n'est pas uniquement dans le champ de la littérature, on est dans autre chose qui se sert de la littérature pour faire passer un message particulier. Voilà, c'est comme ça que je le vois, et c'est vrai que le surréalisme offrait des façons de parler, des façons de raconter qui convenaient bien à ce que voulait faire Plantard ici.
il y a un renouveau, on va dire, du plantardien, avec la revue Charivari de Noël et Claude Jacquemart, où Joël Chaumeil fait la première interview, si j'ai pas de mémoire, en Épiphanie, jour d'Épiphanie 1972. Et donc il met en avant une interview avec le roi perdu, il parle même des terrains qu'il avait. Et donc là c'est le moment où le mythe Plantard commence à être connu du grand public. Alors c'est ça. Enfin, d'un certain grand public, parce que on est en 73, donc c'était quand même très pour les initiés encore dans Rennes-le-Château, la région. Oui, n'était pas dans le tourisme. C'est ça, disons qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase où c'est vraiment le roi caché, j'allais dire. C'est-à-dire que quand il orchestre la publication de l'Or de Rennes de Gérard de Sède, Pierre Plantard reste caché, il ne se montre pas. Et puis progressivement, on va effectivement avoir une manifestation, notamment à travers les interviews commises par Jean-Luc Chaumeil, où là on va avoir d'autres clés de lecture. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à Chaumeil, Plantard dira que le circuit a 6 degrés de lecture. Mais c'est des choses, alors c'est là que c'est intéressant, c'est des choses qui n'ont pas forcément été vues à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens sont restés sur le premier niveau de lecture du mythe, c'est-à-dire le niveau de lecture trésoraire. Et pourtant, Plantard, à partir du moment où il se manifeste, il va le faire avec Jean-Luc Chaumeil, effectivement, il va le faire aussi à travers les entretiens accordés à Bretigny et Deloup pour la revue L'Inexpliqué, et puis ça va donner donc Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France. Là-dedans, Plantard dit clairement que ça sert à rien de chercher ce trésor avec des pelles et des pioches, qu'il faut connaître les symboles pour déchiffrer et comprendre ce qu'est le trésor de Rennes-le-Château. Il donne beaucoup de clés de lecture, et puis il nous fait comprendre aussi qu'il y a ce secret qu'il habite depuis toujours, qu'il y a quelque chose d'ailleurs peut-être à voir avec la théosophie aussi, c'est-à-dire une lignée secrète mais qui serait d'origine extraterrestre. Ouais. Ça habite la pensée de Plantard, et dans Rennes-le-Château, capitale secrète, Plantard au cours des entretiens il dit clairement ça, que le secret du prieuré de Sillon, il faut aller le chercher de ce côté-là, mais ça passe inaperçu parce que à cette époque-là personne ne se soucie de ça, on est vraiment dans la recherche du trésor matériel, et donc ça va perdurer en fait, j'allais dire, à travers les décennies, jusqu'à ce qu'il y ait une autre phase qui est un peu l'aboutissement de celle-ci, avec l'énigme sacrée. Oui, alors, justement, Jean-Luc Chaumeil a une importance dans l'histoire, ce qui n'est pas selon Joël, il est aussi acteur de la rencontre entre Lincoln, Legend et Plantard, du coup, dans la galerie, enfin, la galerie de sa mère. Et là, c'est une rencontre, et là, il fait rencontrer en quelque sorte tout ce magma. On va dire que ça fait une fusion, et là naît aussi un nouveau mythe. Oui, effectivement. Alors avec toujours ces difficultés, parce que c'est vrai que quand on parle aux acteurs de l'époque, il y a, j'ai l'impression, un grand jeu de marionnettiste derrière. C'est toujours de savoir qui... où là il tombe. Il y a une mise en scène. Un Plantard joue un personnage. J'en avais parlé à l'époque avec Henry Lincoln. Il m'avait donné des anecdotes assez significatives d'ailleurs à ce sujet, sur la mise en scène du magicien qui participe à son propre tour de magie, qui s'y intègre pour que ça réussisse. Et donc, oui, là on va rentrer dans autre chose, parce que progressivement, voilà, c'est l'énigme sacrée, c'est l'ouverture, on va dire, à l'international, clairement, puisque l'Or de Rennes avait un énorme succès en France dans le milieu des chercheurs de trésors. Avec l'énigme sacrée, on va ouvrir sur une autre dimension, plus polémique, puisque là, on n'est plus dans la simple histoire de trésors, on est dans ce qui était suggéré dès le départ, puisque dès l'Or de Rennes, il y avait des sous-entendus dans l'Or de Rennes, une connaissance hérétique, quelque chose de cet ordre-là, qu'on ne comprenait pas trop, notamment quand il est question de la fameuse tour à 70 mètres de haut que Saunière aurait voulu bâtir sur la fin de sa vie pour y prêcher une nouvelle religion. Ça, dans l'Or de Rennes, c'est absolument incompréhensible si on ne le met pas en perspective avec la suite de l'histoire. Et ce qui est intéressant dans ce déroulé, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de calendrier. On a vraiment l'impression qu'il y a un calendrier révélationnel, c'est-à-dire que chaque livre contient des sous-entendus qui vont être explicités dans le livre suivant. En fait. Et on a tous ce déroulé depuis l'apparition de l'Or de Rennes jusqu'à l'apparition de l'énigme sacrée. C'est assez bien structuré et ça se tient, quoi. C'est-à-dire il y a un déroulé qui est assez harmonieux. Alors il y a aussi le manuscrit en pierre et papier de Chérizet, donc justement Jean Chaumeil chez lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces manuscrits? Qu'est-ce que tu en penses, ton avis?
c'est le codage. Oui, sur le codage. Alors sur la question du codage, des parchemins et puis de la fabrication, voilà, il y a là tout un dossier extrêmement compliqué parce que j'ai l'impression que toute cette belle machine, en fait, à un moment donné, s'est grippée parce que voilà, il y a eu des intérêts aussi personnels derrière, et donc il y a une brouille entre Chérizet et voilà, Plantard. C'est ça. Quand je dis d'intérêt humain, c'est-à-dire que je pense que Philippe de Chérizet, bon, moi évidemment, je ne les ai connus ni l'un ni l'autre. Hein, j'ai parlé à ni l'un ni l'autre, donc j'ai que des réverbérations de qui ils ont été à travers leurs écrits et à travers les quelques témoins que j'ai pu rencontrer qui les avaient côtoyés. Donc, la classe sociale, Chérizet avait 14 carrés de noblesse et Plantard était fils de Valchambre. Ça peut oui, alors c'est pour ça que ça s'appelait Saint-Clair. D'ailleurs, oui, ça s'appelait Saint-Clair. Mais je pense que Plantard avait une autre idée de ce que pouvait être, après encore une fois, je ne l'ai pas connu, hein, de ce que pouvait être l'aristocratie. Mais je pense surtout qu'il y avait deux visions un petit peu différentes. Plantard était un ésotériste, et il n'était que ça. Chérizet était un artiste. Donc on est dans deux milieux. Pour moi, voilà, c'est un acteur, c'est un homme de radio, hein, avec Roland Dubillard. Pour moi, s'il y a un conflit de classe, en fait, il est là. Plus que dans l'origine sociale, parce qu'on est dans deux univers différents. Du côté de Chérizet, on est dans le monde de l'artiste, donc on est dans le monde du rêveur et du gamin qui joue. Chez Plantard, oui, oui. Chez Plantard, c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux parce qu'on est dans la logique d'une mission mystique. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, d'une mission importante qui est métaphysique. Et les nécessités ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas les mêmes. Et je pense que les brouilles qu'il y a eu entre tous ces gens viennent uniquement de là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout le même profil intérieur. Et bon, que ce soit de Sède ou de Chérizet, à un moment donné, ils ont pris conscience qu'ils jouaient à un jeu qui leur échappait complètement, c'est-à-dire que qui était vraiment Plantard et pour qui travaillait Plantard. Et je pense que l'un comme l'autre, à un moment donné, et d'autres aussi, hein, ont eu peur. Il y en a qui se sont sentis trahis, il y en a qui ont accepté le jeu, c'est le cas de Deloup et Bretigny, hein, qui l'ont dit par la suite, hein, on a compris qu'on a été manipulé, mais c'était pour un jeu métaphysique, donc nous acceptons. Et il y en a qui n'ont pas accepté parce que voilà, il y a des attentes de l'ego à dépasser et il fallait effectivement un lâcher prise complet pour avoir accepté s'être fait berner en quelque sorte, hein, et reconnaître que on n'avait pas fait tout ça pour soi-même, mais pour un but plus grand, un but qui a inquiété certains parce qu'ils ne savaient plus pas vraiment avait commandité toute cette œuvre-là. Ce qui reste une interrogation aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi Plantard est le maître d'œuvre, l'architecte du mythe de Rennes-le-Château, c'est lui qui l'a architecturé, qui l'a ordonné, mais voilà, pour qui œuvrait-il? Pour qui œuvrait-il? Et pour toi alors, il œuvrait? Alors je pense que la piste la plus sérieuse évidemment c'est celle du Héron du Val d'Or, hein, qui est pour moi vraiment le cœur de cette Paray-le-Monial, le cœur de cette histoire mystérieuse, hein, avec ce groupuscule catholique qui à un moment donné est reconnu par le pape et puis qui va être regardé d'une façon plus sulfureuse. Donc tu parles dans le code secret d'ailleurs. Dans la France codée, oui, j'ai tout un développement là-dessus. J'en parle aussi dans Voyage dans la France magique et puis dans Le secret dévoilé, mais c'est vrai que dans la France codée, je parle précisément de ce qu'ils ont laissé comme héritage visible et tangible aujourd'hui à Paray-le-Monial. Et là, c'est très mystérieux parce que c'est un groupe qui a des finances, ça c'est certain, à travers le baron de Sarachaga, et qui va mener des recherches à travers toute l'Europe pour retrouver les traces de la tradition et postule, et puis qui est certain qu'à l'origine de tout est la révélation faite en Atlantide. Donc on retrouve exactement la pensée de Pierre Plantard. Et d'ailleurs dans les faux documents que Plantard va forger, il va commettre un feuillet où on voit clairement le Héron du Val d'Or, Paray-le-Monial, donc il y a comme une signature, c'est signé Le Poulpe. Alors j'évoque dans la réédition du Secret dévoilé parce que c'est un document
qu'on m'a montré par la suite, mais Jacques Darès avait été interrogé sur cette signature, le poulpe, par un des membres d'Atlantis qui était tombé sur ces documents-là en disant... C'est le continuateur de Atlantis. Voilà, Jacques Darès. Ouais. Et Jacques Darès, bon alors... On voit manifestement qu'il n'est pas au courant de l'affaire, mais lui dit ça pourrait bien être effectivement Paul Lecourt qui a commis ce document. Donc là on revient sur ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il n'y en a pas? D'ailleurs Atlantis, il n'y a quasiment pas de numéro sur la Reine de Château. Beaucoup plus axé sur Paray-le-Monial, mais sur la Château, oui. Il n'y avait pas. Oui, non, effectivement, parce que c'est vrai, étrangement, oui, on pourrait dire étrangement, puisque bon, quand on regarde le mythe plantarien, c'est vraiment un mythe traditionnel qui est là. Alors Paray-le-Monial, c'est le départ d'Atlantis, évidemment, puisque sans Paray-le-Monial et sans le Héron du Val d'Or, Paul Lecourt n'a pas cette révélation à travers laquelle il va formaliser la société d'études atlantéennes qui va très vite devenir Atlantis. Les Atlantes sont pardonnés. Oui, absolument. Mais oui. Serge Hutin, qui est, bon, là on ouvre une digression, mais Serge Hutin, dans un de ses livres, suggère qu'il pourrait y avoir une survivance atlantéenne glissée et invisible au sein de l'humanité. Et je dois te dire que c'est quelque chose qui me séduit beaucoup comme idée. Est-ce que tu as une conclusion à faire sur toutes tes recherches sur l'affaire Plantard et les choses que tu as découvertes peut-être récemment Alors une conclusion non, parce que c'est une affaire qui est loin d'être conclue. Je crois qu'on n'est qu'au début en fait, paradoxalement, après ces années de recherche. Non, j'ai pas de conclusion, je suis juste convaincu qu'il y a un grand mystère là derrière. Je suis convaincu que Plantard n'a pas fait ça pour rien. Je suis convaincu qu'il n'est pas venu dans cette région-là juste parce qu'il y avait une histoire de trésor. C'est beaucoup plus profond que ça. Il n'a pas récupéré l'affaire de Rennes. Il a poursuivi quelque chose qui, à mon avis, était déjà en train à l'époque de la Bessonnière, mais là c'est plus compliqué à explorer. Mais je pense qu'il y avait déjà une influence invisible sur cette affaire à l'époque de Saunière et qu'il y a un lien entre les deux périodes. Ma conclusion, ça serait continuer à investiguer en fait, continuer à vous interroger. Parce qu'il y a tout un pan de cette histoire et notamment autour des milieux rosicruciens qui ont circulé dans la région à un moment donné. Et quand je dis à un moment donné, c'est surtout essentiellement à la Belle Époque en fait, et jusque dans les années 30. Je crois que là, il y a des clés pour comprendre pourquoi Plantard est venu là. Ne vous arrêtez pas des certitudes. Voilà, vraiment remettez en permanence en question les certitudes que vous pouvez acquérir. Ce serait ça ma conclusion, mais continuez à chercher parce qu'il y a, quoi qu'il en soit, il y a vraiment un vrai mystère au sens initiatique et traditionnel du terme derrière cette histoire. Oui, d'ailleurs, Julien Sandry aussi parle de tout ça aussi, par rapport à ce renouveau, on va dire, de l'élection, ce genre de choses. Oui. Mais absolument. Même par rapport au 30 coffres, ce n'est pas qu'un mythe, c'est-à-dire peut-être que derrière, il y a une récupération, peut-être. Des camions avec Malraux. Oui, non, mais absolument. Oui, non. Alors, absolument. Il faut. Quand je parle de mythe, alors je parle du mythe que Plantard a créé à Gisors. Je dis pas qu'il ne s'est rien passé à Gisors. Et effectivement, il y a toute cette affaire qui est extrêmement trouble avec Malraux. Et moi, je crois qu'il y a un fondement à tout ça. Je suis pas de ceux qui balayent. Mais quand je parle du mythe, voilà, c'est que sur cette histoire-là, Plantard a greffé un certain nombre d'archétypes ésotériques, la reine blanche, l'alchimie, tout un tas de choses, qu'il va ensuite plaquer à Rennes-le-Château. Je me tourne vers le ciel, mais voilà, il y a aussi cette projection stellaire qu'il réalise sur les deux endroits. Voilà, il y a beaucoup de choses en commun. C'est pas pour rien qu'il a fait ça sur ces deux endroits. Quand on arrive dans ces lieux avec ces archétypes-là, on est dans un état d'esprit dans lequel on ne serait pas s'il n'y avait pas ce mythe en fait. Voilà. Et donc c'est un mythe initiatique à plusieurs degrés. Il révèle une histoire cachée, mais il met aussi celui qui vient en ces lieux dans un état d'esprit particulier. Qui lui permet de voir les lieux comme il ne les verrait pas s'il était dans une simple histoire de trésors et de coffres cachés. Très bien. Eh bien, merci Christian, c'était Mike Alban pour la Gazette de Rennes-le-Château. Merci Mike. Merci.